Vladimir Poutine sort de son silence. Vladimir Poutine répond point par point aux attaques, aux piques, aux moqueries des gouvernements, des chefs de gouvernement ou de chefs d'État occidentaux. Et disons-le clairement, on n'était pas habitué à entendre Vladimir Poutine sur ce registre-là répondre de cette manière. On a coutume de l'entendre sur des grands développements sur l'histoire, revus à sa manière évidemment, relus à sa sauce. On a l'habitude de l'entendre parler de Pierre le Grand, de la géographie, de la Russie éternelle, mais pas tellement de répondre un peu à la manière d'un dirigeant occidental, point par point. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Donc, on va voir quels sont les enseignements en tirés. Qu'a-t-il dit précisément? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Dans quelles circonstances Vladimir Poutine a-t-il pris la parole? Eh bien, Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse hier soir. Ça s'est passé à Ashkhabad, la capitale du Turkménistan. Le président russe effectuait son premier déplacement depuis le début de la guerre. Et effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas le souvenir de l'avoir entendu aborder comme ça, point par point, les différents sujets et répondre aux attaques dont il est l'objet en Occident. Et d'abord, les moqueries de ses homologues internationaux. Souvenez-vous, lundi, à l'ouverture du sommet du G7, Boris Johnson et Justin Trudeau se demandaient en riant s'ils devaient tomber la chemise, comme on dit, et montrer leurs pectoraux pour la photo de groupe, référence évidemment au cliché du président russe il y a quelques années, qui aimait s'afficher torse nu, accru sur un cheval ou au bord d'une rivière. Eh bien, Vladimir Poutine, effectivement, il s'est prêté à l'exercice. D'habitude, il aurait botté en touche ou il aurait levé les yeux au ciel. Eh bien, cette fois, il a pris l'affaire au sérieux, en jugé par sa mine. Écoutez-le. Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище. Le ton est donné. Autre petite phrase et autre controverse qu'on pourrait juger puérile. Vladimir Poutine se montre encore plus tranchant lorsqu'il réagit à ces propos de Boris Johnson hier, affirmant que si Poutine était une femme, vraiment, je ne pense pas qu'il se serait embarqué dans cette guerre folle de macho. Vladimir Poutine, là encore, il prend le sujet au sérieux et il renvoie Boris Johnson à ses cours d'histoire. Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Alors, il y a quand même un petit sourire un peu rentré. C'est peut-être le maximum qu'il peut faire, Vladimir Poutine, dans ce registre-là. Bon, sur le fond, Justine, sur le fond, est-ce qu'il répond aussi au coup de semonce de l'OTAN? Oui, il répond aussi, alors que le sommet de Madrid vient de se clôturer et qu'il est lui-même accusé d'impérialisme, eh bien, il renvoie l'accusation. Pour lui, les pays membres de l'OTAN, surtout les États-Unis, se moquent des intérêts de l'Ukraine, mais ils ont besoin d'un ennemi commun pour souder les rangs. L'Iran n'a pas suffi comme ennemi pour eux, donc ils s'en prennent à la Russie, dit-il. Écoutez-le. Украина – это не цель. И благо украинского народа – это не цель Объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. Подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции. Très intéressant aussi son commentaire sur l'entrée confirmée de la Suède et de la Finlande dans l'Alliance. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Autrement dit, son problème, ce n'est pas l'OTAN, c'est bel et bien l'Ukraine, sous-entendu. L'Ukraine, c'est la Russie, et c'est justement parce que l'Ukraine voulait se tourner vers l'OTAN et vers l'Union européenne que la Russie a réagi. Est-ce à dire pour autant que cet élargissement n'est pas une menace? Pas tout à fait quand même, écoutez-le. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо.
Voilà. Et dernier point, est-ce qu'il fournit une explication, une version sur le bombardement du centre commercial, le bombardement meurtrier du centre commercial en début de semaine? Alors là, il botte en touche complètement. Il se contente de répéter que la Russie n'a jamais frappé ce centre commercial, ni aucune autre cible civile. Et il réfute au passage la version d'une erreur de tir. Écoutez. Российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится. И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. Но в деталях я, конечно, узнаю, когда вернусь в Москву. Aucune autre explication n'est donc fournie, comme si ces missiles, tout simplement, n'avaient pas été tirés depuis la Russie. Oui, c'est assez frappant cette forme de désinvolture presque par rapport à ce bombardement. C'est-à-dire, il dit « nous ne faisons pas ça », mais il ne dit pas ce qui s'est passé. Or, comme si ça n'était pas un missile russe. Effectivement, vous le disiez, dernière minute, à propos des propos de Boris Johnson, Moscou prend quand même l'affaire suffisamment au sérieux pour convoquer l'ambassadrice du Royaume-Uni à Moscou. Le Kremlin parle de propos grossiers, propos ouvertement grossiers des autorités britanniques à l'égard de la Russie, de son dirigeant, de ses responsables ainsi que du peuple russe. Et je voudrais commencer par là simplement parce que, à écouter ces échanges entre Boris Johnson, Vladimir Poutine, qui prend la peine de répondre, on est quand même stupéfié par la tournure que prend d'une certaine manière ce dialogue à distance alors qu'on est en pleine guerre et qu'il y a des centaines de morts tous les jours. C'est ce que j'allais vous dire, ce sont des propos de garçons de bain, comme on dit, de cours d'école, qui sont absolument pas à la hauteur, et je parle des deux côtés, hein, qui sont absolument pas à la hauteur de la gravité de ce qui se passe. Je veux dire, bon, on a l'habitude des clowneries de Boris Johnson, mais le faire comme ça, devant les caméras, sachant très bien que ceci va donner lieu à polémique ou à défi, bon, ça me paraît totalement déplacé. Mais est-ce que c'est pas surprenant aussi, Galia Ackerman, d'entendre Vladimir Poutine se prêter à cette controverse qui est effectivement un peu adolescente, quoi, disons-le? Mais vous savez, ces réponses soi-disant symétriques, c'est maintenant la marque de fabrique. C'est-à-dire que systématiquement, la Russie accuse l'Ukraine et l'Occident de ce dont on l'accuse nous. C'est-à-dire, c'est une guerre impérialiste. Alors ça, on va venir sur le fond, mais voilà. Simplement là sur la forme et sur ces polémiques qui nous laissent pantois quand même. Vous savez, il a l'habitude quand même, dans les conférences de presse avec les journalistes, parfois devant le Parlement, dans différentes occasions, il aime bien de faire même des blagues, et parfois d'un très mauvais ton. Ah oui, c'est pas si inhabituel que ça. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y avait une grande conférence de presse qui a duré 3 heures. Et à la fin, il dit, bon, ben, écoutez, je pense qu'il faut s'arrêter parce que vous avez peut-être des besoins pour lesquels vous n'avez pas prévu des Pampers. Vous voyez ? Ah oui, effectivement, oui. C'est pas non plus... J'ai une anecdote la même, de la mémo. En 2000, je crois, Poutine était à Bruxelles. Il est à l'époque Premier ministre. Hein, il n'est plus président, je crois. C'est le moment où il avait fait, vous savez, le shift. Et il y a un journaliste du Monde qui lui pose une question très désagréable sur la Tchétchénie. Donc les horreurs que commettent les Russes en Tchétchénie. Hein, ils massacraient tous les Tchétchènes possibles et imaginables. Et Poutine s'énerve, et il dit quelque chose en russe. Et c'est toujours son interprète qui interprète en anglais ou en français. Il est bien avec son interprète. Et un de mes amis russophones me dit, c'est curieux parce que j'ai pas l'impression qu'il ait dit ça. Après, on a été réécouter la bande et Poutine dit aux journalistes du Monde, c'est resté mythique, toi, je vais te couper les couilles et te les mettre dans la bouche. En direct, comme ça, devant toute la presse internationale. Donc Poutine, c'est sa marque de fabrique. Il est vulgaire, c'est un soldat, je veux dire, c'est la soldatesque russe, c'est comme ça. Ce qui est plus surprenant dans cette affaire, c'est effectivement... Franchement, c'est Boris Johnson. La remarque sur le fait qu'une femme n'aurait pas commencé une guerre comme ça, je veux dire, il n'a jamais entendu parler de Catherine de Russie. Je veux dire, il y a quand même, c'est juste du délire. Et par exemple, dans l'histoire, pardon, Jean, c'est pareil quand ils disent est-ce qu'on se met torse nu, voilà. On va montrer nos pectoraux. Mais ça va pas du tout, ça. On est quand même stupéfiés, c'est Boris Johnson. Boris Johnson, c'est exactement la même chose en termes de vulgarité. Je l'ai bien connu, Boris Johnson. Il était correspondant de son journal à Bruxelles quand il était journaliste. D'accord, on était ensemble pendant nous avons travaillé ensemble
ensemble pendant 3 ans. Il était déjà comme ça. C'est un garçon de bain et il n'a pas changé sur le fond. Juste une remarque, Poutine n'est pas un soldat, c'est un voyou. Oui. Oui, tout à fait. Merci. Un voyou. Oui, vous dites. merci pour les soldats. Vous dites un voyou. Mais oui, c'est un voyou. C'est un voyou. C'est un voyou de Saint-Pétersbourg qui a grimpé grâce au KGB et qui est resté. Quand vous le voyez marcher, je ne sais pas si vous avez vu, quand il arrive c'est vraiment le type qui roule les mécaniques dans les rues de Saint-Pétersbourg, quoi. C'est exactement ça. Terrifiant. Oui, Pierre, est-ce que ça vous inspire ou on passe au fond? non, c'est intéressant pour 2 choses. D'abord, le fait qu'ils réagissent. Oui. À la fois sur l'histoire du torse nu, et puis derrière, parce que derrière il y a la comparaison en disant s'ils avaient enlevé le bas, etc., ça aurait été moche. Sous-entendu, moi, je peux me montrer torse nu parce que je suis l'homme fort, musclé. Beau. Donc c'est pas inintéressant. Sur l'histoire de Boris Johnson, bon, le personnage, Jean a dit ce qu'il fallait en penser, il n'irratera pas Boris Johnson. C'est assez triste d'ailleurs que nos amis britanniques aient un tel Premier ministre. Néanmoins, dans ce qu'il a dit, qui est totalement stupide, il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant et qui est souligné dans des sujets, des documentaires qui ont été faits sur Poutine depuis plusieurs années, à partir notamment d'analyses faites par des spécialistes du non-verbal, du comportement, de la gestuelle, etc. et qui ont analysé toutes les mises en scène de Poutine, torse nu à cheval, judoka, hockeyeur, pêcheur, chasseur, etc. Et que disent ces analystes? Très rapidement, ils disent c'est une stratégie qui consiste à exhiber le corps de l'homme fort, et dans la tradition du KGB, ce sont les vrais hommes. C'est-à-dire, et en creux derrière, c'est toute la dénonciation de l'Union européenne, des homosexuels, des fémènes, etc. Voilà. Donc c'est les hommes forts, et j'exhibe mon corps, le corps du roi, etc. J'exhibe mon corps parce que je rassure le peuple en disant, voilà, mon corps va faire rempart pour vous face aux problématiques du monde. Et ça nous paraît, on n'aurait pas un de nos dirigeants. Encore que Valéry Giscard d'Estaing faisait du tennis. Bon, mais pour montrer qu'il était sportif. Mais il n'était pas torse nu. Il n'était pas torse nu. Non, Jambes nues. Jambes nues. Pardon? Jambes Des nues. jambes nues. Jambes nues, oui, voilà. Déjà à l'époque, c'était extraordinaire. Donc, si vous voulez, absolument. derrière les propos... Oui, il y a un sens. Il y a quelque chose, et ça dit quelque chose d'une Russie... sur la vulgarité, j'irai buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes, Oui. et Dominique a raison, il est resté ce qu'il était jeune, c'est une petite frappe, mais avec une grosse frappe nucléaire, ce qui pose un gros problème. Bon, moi, la question que je me posais quand on entend Vladimir Poutine dire en quelque sorte à l'OTAN, c'est celui qui dit qu'il y est, c'est-à-dire vous dites que j'ai des visées impérialistes. Non, c'est vous qui, avec le prétexte de l'Ukraine, avez des visées impérialistes. Évidemment, nous, on va dire, on connaît cette ritournelle, mais est-ce que ça ne va pas parler à un Français sur 2 ? Un Français qui peut voter LFI ou qui peut voter RN, et dont on a entendu les propos, c'est-à-dire qui consistent à dire, oui, bien sûr, Vladimir Poutine est l'agresseur, ça ne fait aucun doute, mais est-ce que l'OTAN et les États-Unis ne l'ont pas cherché, malgré tout, en allant toujours plus loin à leur volonté d'hégémonie ? C'est-à-dire qu'il faut aussi peut-être se dire que ça parle à un certain nombre de ceux qui nous écoutent, tout simplement. Alors pour vous, est-ce que c'est des propos complètement aberrants ou est-ce qu'il faut prêter attention à cette petite perception que les Français peuvent avoir ? Non, mais vous avez, je crois, parfaitement raison. Ce langage parle à un certain nombre de nos concitoyens, et vous citiez ceux qui se sont exprimés avant la guerre, maintenant ils n'osent plus trop le dire. Hein. Non, mais, ils le disent à voix basse. Mais voilà, c'est ils le toujours disent à voix présent. basse en disant mais oui, et d'abord, qu'est-ce qu'a fait l'OTAN, qu'est-ce qu'ont fait les Américains, etc., en ressortant le Kosovo, la Libye, etc., et qui n'est pas complètement faux tout, d'accord. Sauf que la guerre, là, c'est Poutine qui l'a fait, et qui l'a fait de la façon qu'on connaît, en Ukraine. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Medja Voce, alors qu'avant, c'était à haute voix. Il y a une intelligence quand même de sa part à Vladimir Poutine à sortir cet argument. C'est pas moi l'impérialiste, c'est vous. On le voit sur les réseaux sociaux, hein. C'est un argument qui reste présent, et effectivement chez les électeurs de gauche, enfin certains électeurs de gauche, plutôt LFI effectivement, et les électeurs du Rassemblement national. C'est très intéressant parce que dans les 2 cas, ce sont des souverainistes de gauche ou des souverainistes de droite, hein, qui font donc la souveraineté nationale.
Et dans leur argumentation, et c'est comme ça que moi, je leur réponds à chaque fois, je dis donc, si je comprends bien, vous dites que la Pologne, les pays baltes, la République tchèque, etc., n'auraient pas dû adhérer à l'OTAN. Ben non, ils n'auraient pas dû parce que c'est une provocation à l'égard de Poutine. Je dis donc, ils ne sont pas souverains. C'est-à-dire que la souveraineté, elle est uniquement française, mais vous déniez la souveraineté à la Pologne. Parce qu'aux dernières nouvelles, les Polonais, les 3 pays baltes, la République tchèque, la Slovaquie, ont voulu, la Bulgarie et la Roumanie, ont voulu adhérer à l'OTAN. Il y a même eu des référendums d'adhésion. Donc vous déniez à ces peuples-là le droit de décider de leur destin. Et je crois que c'est quelque chose, je crois que c'est la réponse qu'il faut faire à ces gens. C'est-à-dire que l'OTAN, c'est pas quelque chose qui est comme ça dans l'air. C'est une alliance militaire, d'abord. C'est pas un empire. C'est pas les Américains. Les Américains, effectivement, sont maîtres d'œuvre, sont les muscles et les os de l'OTAN. Mais c'est pas eux qui vont nous dicter, évidemment, notre politique étrangère, notre politique extérieure. C'est pas eux qui sont allés mettre une laisse aux Polonais ou aux pays baltes pour qu'ils intègrent l'alliance. Jamais. Oui, ce qui est assez... Alors, vous avez raison de poser la question, parce que nous faisons l'objet d'attaques éventuellement sur les réseaux sociaux. On reçoit des documents. Je reçois depuis des années de certains de mes camarades officiers généraux en 2e section, certains courants. Deuxième section, excuse-moi. Qui sont on ne peut pas dire en retraite, parce qu'en retraite, c'est une sanction. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en activité. Alors pourquoi la 2e section ? Parce que le gouvernement peut les remettre à tout moment, enfin jusqu'à un certain âge, en 1re section, en cas de guerre. Notre ami Dominique pourrait nous quitter éventuellement demain en cas de guerre, en repassant en 1re section des officiers généraux. C'est vrai, Dominique ? C'est vrai, sauf que je suis trop vieux. Voilà. Non, mais je voulais pas le dire, ça. Trop vieux, enfin, à peine la quarantaine. C'est gentil, merci beaucoup. Et on accueille bien les gens ici. Jamais désagréable. Oui, Pierre. Oui, donc j'ai perdu mon fil avec cette histoire. Donc effectivement, vous avez raison de poser la question, parce qu'il y a des personnes qui disent mais on a humilié. C'est pour ça que le terme d'humiliation repris par le président français avait une charge énorme. Vous avez des personnes qui disent mais on a humilié la Russie depuis très longtemps et finalement elle a été acculée à faire ça par l'OTAN, etc. La réalité, elle est tout à fait contraire. Non seulement on n'a pas humilié la Russie, il y a eu des erreurs, le Kosovo, la Libye, etc. Tout à fait. L'Irak. Mais l'Irak, n'en parlons pas. L'Irak, j'ai à l'époque dit à quel point c'était un crime pour une démocratie que d'inventer un mensonge d'État pour aller envahir un autre pays. Donc les Américains ne sont pas, je dirais, le pays de la pureté, de la vertu, etc. Sauf que c'est une démocratie fatiguée, les Américains. Or, du côté de la Russie aujourd'hui, nous avons un régime totalitaire, de plus en plus totalitaire. Ça fait toute la différence. Et par ailleurs, sur l'histoire de l'humiliation, je peux vous développer 15 arguments qui montrent que ces dernières années, non seulement la Russie n'a pas été humiliée, mais elle a été aidée, financée, mise dans des cénacles, le G7 qui devient G8. Enfin, il y en a des quantités industrielles. On rappelait hier que cela. la précédente revue stratégique de l'OTAN, c'était il y a 12 ans, et qu'à ce moment-là, Barack Obama, Angela Merkel tendaient la main à Vladimir Poutine pour un partenariat avec Barack Obama était revenu sur des décisions sottes du président Bush Junior de mettre des systèmes de détection, de tir de missiles qui seraient partis d'Iran, mais que les Russes pouvaient percevoir comme une menace pour leur propre dissuasion. Donc c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et juste une chose par rapport au discours de Poutine. C'est toujours intéressant de l'entendre, parce que comme il ment, mais comme un arracheur de dents, c'est toujours intéressant parce que vous prenez ce qu'il dit et il y a l'inverse, mais il ne ment pas tout le temps. Par ailleurs, il dit un certain nombre de choses qu'il faut regarder très près. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'un des arguments pour envahir l'Ukraine, en dehors des nazis qui seraient présents, qui tiendraient tout, c'est le fait que l'OTAN encerclait la Russie. Je rappelle que la Russie, c'est 30 fois la France, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Il n'y a personne qui peut encercler la Russie. Et avant la guerre, la frontière commune entre les forces de l'OTAN, les pays de l'OTAN et l'Ukraine, c'était quelques centaines de kilomètres. Avec la Finlande, dont il dit que ça n'est rien, ça ne lui pose pas de problème, c'est 1300 kilomètres de frontières qu'on va avoir, que l'OTAN va avoir. Donc il devrait se dire, mais c'est horrible, alors là, vous voyez, je suis encerclé. Non, il dit, ça ne pose aucun problème. Galia, simplement, quand vous entendez Vladimir Poutine, on a pris les principaux extraits, ça a duré longtemps, est-ce que vous percevez toujours la même cohérence, entre guillemets, ou est-ce que vous voyez des évolutions ? Non, je ne vois pas beaucoup d'évolution. Comme j'ai dit avant, il essaie parfois d'être caustique sans vraiment réussir. Mais je crois que Poutine, maintenant, ne peut pas reculer, en fait. Parce que s'il recule, s'il reconnaît quoi que ce soit, par exemple que cette guerre en Ukraine a été une gigantesque erreur,
je pense qu'il ne pourra même pas rester au pouvoir parce qu'il a entraîné l'armée, il a entraîné les services secrets, il a entraîné un grand mouvement, il y avait tout l'appareil propagandiste qui a été déployé. Et donc maintenant, il peut pas. Donc il est obligé, c'est la fuite en avant. Et donc moi, je ne m'attends pas de sa part de changement de discours. Et si vous écoutez les propagandistes russes, plusieurs officiels, etc., on entend de plus en plus souvent, comme on sait qu'il y a déjà le plan d'annexer purement et simplement la région de Kherson, une partie de la région de Zaporijie et probablement les républiques élargies du Donbass qui maintenant occupent tout le Donbass, il y a déjà des voix qui dévoilent des projets, par exemple, de continuer l'offensive vers le sud. Vers Odessa. Vers Odessa, mais aussi via la Biélorussie, de nouveau attaquer Kiev. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que si la Russie annexe ces territoires-là, ce qui peut se produire déjà dans le mois qui vient, ou plutôt ce mois, on est le 1er juillet. Il pourrait y avoir une annexion de ces territoires dans le mois qui vient pour vous. C'est pas exclu. C'est pas du tout exclu et on ne sait même pas s'ils vont faire ou non un référendum parce que le référendum peut être difficile à organiser. En fait, la population n'est pas très chaude. Mais la direction de l'administration politico-militaire de ces régions dit tout simplement nos pays sont de plus en plus prêts pour intégrer la Grande Russie et donc nous le ferons très prochainement. Je retiens aussi que vous dites que un retour, une nouvelle offensive vers Kiev n'est pas exclu peut-être dans les mois qui viennent. Ça dépendra, j'imagine, évidemment de la situation militaire, mais on va avancer. Juste un mot simplement sur la Finlande. Je trouve quand même qu'il y a un changement de ton. Alors peut-être que je me trompe, mais vous vous rappelez qu'au moment où la Finlande avait déposé sa demande d'adhésion, ils avaient menacé la Finlande de rétorsion massive. Je ne sais pas si le mot massif est employé, mais en tous les cas, c'était quand même très menaçant. Là, il dit, bon, finalement, c'est pas très important. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de base. Oui. On sent que plus l'OTAN et plus les Occidentaux, effectivement, se montrent inflexibles, plus il a tendance à, je dirais, à reculer, à baisser d'un ton. Et c'est pour ça que il y a aussi, donc on revient à votre question de forme au début, c'est le côté un peu vulgaire de Boris Johnson, mais voilà, c'est vraiment le concours de celui qui a les plus gros muscles et qui fera reculer l'autre. Parce que là, sur la Finlande, quand même, je trouve que c'est particulièrement soft. C'est vrai, mais c'est aussi une manière en creux de dire... L'Ukraine, c'est un sujet spécial pour nous parce que l'Ukraine, c'est la Russie. Absolument. Oui. L'OTAN, vous avez votre volonté d'expansion, d'impérialisme, mais nous, notre sujet, c'était d'abord l'Ukraine, car l'Ukraine, c'est un... Les changements de ton. Mais ceci étant, c'est sa technique habituelle, Kaliningrad, Suède, Finlande, on grimpe, et puis tout de suite après, on dit c'est pas grave. Ça, c'est la première truc. Ensuite, effectivement, le chef ne peut pas se tromper. Et on va le voir tout à l'heure, quand on parle de l'île aux serpents, il annonce que c'est une manœuvre russe. Oui. Et que le plan s'est déroulé normalement. Voilà. Oui, c'est donc, si vous voulez, puisque ces mystères nous échappent, faisons d'en être les organisateurs. On y va justement.